Et voilà, c'est parti pour la petite librairie numéro 9, qui l'eût cru? Eh ben oui, nous en sommes à la numéro 9. On est super content d'être avec vous. Voilà, j'ai éliminé mon collègue qui était là avant. Il prenait la lumière trop, il était trop jeune, donc je me suis dit, voilà, hop, on élimine le petit. N'importe comment, vous le retrouvez dans les spéciales BD ou avec mon associé, ils sont brillantissimes. Il est plus brillant que moi en bande dessinée, quoique je peux avoir des fulgurances de temps en temps. D'ailleurs, je me suis laissé dire qu'il y aurait peut-être une spéciale petite librairie BD. Ah bah alors là, vous êtes laissé dire, mais alors vous êtes le seul à vous être laissé dire parce que je n'étais pas au courant. Donc c'est une information que je vous lance en direct. Il va y avoir une nouvelle spéciale petite librairie bande dessinée avec Jean et Thomas, les Laurel et Hardy de la bande dessinée, connus même au fin fond de la galaxie. Voilà, bon, alors on peut revenir à moi parce que c'est quand même le plus important. Les gens sont pas là pour eux, ils sont là pour moi. Ah oui, enfin il paraît quoique. Alors, vous aviez adoré ce bouquin. Bon, mais le problème, c'est qu'il n'était pas en poche. Hein, donc, il y a il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas pu acheter ce bouquin. Et je suis trop content qu'il paraisse en poche. En plus, ils ont gardé la couverture qui est superbe. Ça s'appelle Le cœur battant du monde de Sébastien Spitzer en livre de poche. Alors, c'est l'histoire d'une jeune Irlandaise qui va pour se marier. Elle est plutôt heureuse. Mais bon, ils n'ont pas d'argent. Hein, c'est l'Irlande, la grande famille. Elle va pour émigrer à Londres. Le problème, c'est qu'il va arriver quelque chose à son mari. Elle arrive dans les rues de Londres, alors c'est Londres de l'époque victorienne, la révolution industrielle, c'est très pauvre. Et on lui propose de recueillir un enfant. Et pour cet enfant, elle va tout faire, elle va se prostituer, et vous allez découvrir que cet enfant est le fils caché de Karl Marx. C'est une grande fresque, vous allez découvrir Karl Marx dans son intimité, ce qui est pas franchement très très brillant, autant il pouvait être altruiste et avoir de l'empathie pour le peuple en général, mais autant par rapport à cet enfant et à cette femme. Vous allez retrouver Hegel, qui était un médecin et qui va faire le go-between entre cette femme. Voilà, c'est toute l'histoire de ce gamin qui va grandir, qui va revenir à ses origines. C'est vraiment une grande fresque, c'est comme j'aime, c'est-à-dire que c'est à la fois une histoire, un roman, c'est un roman. Et en même temps, vous apprenez plein de choses, c'est-à-dire que c'est les coulisses, les dessous de cette époque victorienne. Alors c'est l'époque victorienne, la grande bourgeoisie, la saga des Forsyth, vous voyez tout ce côté clinquant et tout, et puis derrière les bonnes mœurs, et puis derrière toute cette hypocrisie, des gens qui souffrent et qui vont souffrir pour fournir l'industrie. Voilà. En plus, c'est un destin de femme incroyable, extraordinaire, et puis vous allez découvrir Karl Marx et Engels d'une autre façon. En plus, c'est un excellentissime écrivain, il faut tout lire de Sébastien Spitzer. Ça s'appelle Le cœur battant du monde, c'est en livre de poche, voilà, je vous le conseille, c'est vraiment, en plus ça vaut pas cher, c'est 8,40 hein. Voilà. Alors, si vous êtes un télo, si vous êtes snob, si vous aimez que les choses, voilà, soi-disant haut de gamme, la littérature avec un grand L, voilà, tout, voyez, les Arocs, Technicart, L, tout ça. Voilà. Là, j'ai une paire de remarques. Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous regardent. Non, Technicart, Télérama, Aroc, non, c'est pas notre truc. Ils viennent de rééditer avec une nouvelle couverture. Moi, j'avais adoré. Et ça a fait pleurer toutes les lectrices, tous les lecteurs, tous les gens qui travaillent la griffe noire. Ça s'appelle Avant toi de Jojo Moyes. Et là, ça vient de paraître aux éditions. Voilà, j'aurais dû préparer ma chronique Hauteville. Voilà, c'est un format de poche, hein, ça vaut pas cher, ça vaut 8. Hein. Un conseil, votre boîte de Kleenex sur le côté, parce que là, vous allez avoir besoin. C'est l'histoire d'une jeune femme, hein, elle a une vingtaine d'années, elle est au chômage, il faut qu'elle gagne sa vie. Et là, on propose un contrat, elle doit tenir compagnie à un jeune homme qui a 26 ans. C'était un jeune homme brillant, qui aimait l'aventure, voyager. Il va lui arriver un accident, il va se retrouver tétraplégique. Elle doit être avec lui au moins pendant 6 mois, et lui, il décide de se suicider avant ces 6 mois. Son job, le contrat non écrit, c'est de sauver cet homme et de l'empêcher de se suicider. Voilà, pendant 467 pages, vous êtes emballé par ce bouquin parce que vous dites est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'il va pas y arriver, puis en même temps c'est la description de la vie de cet homme qui est absolument, il va vous raconter toutes ses aventures, cette joie de vivre et tout, puis il y a des moments où tout s'écroule, il est dans sa petite voiture, il est complètement dépressif, et puis c'est cette jeune femme qui, elle aussi elle a des hauts, des bas, elle va réussir, vont-ils s'aimer, va-t-il y arriver? Alors bon, allez,
je vous spoil le truc parce que c'est ça qui est bien en fait, c'est que ça finit bien, je vous le dis tout de suite. Comme diraient certains, c'est de l'eau de rose, mais qu'est-ce que c'est sympa de temps en temps. Moi j'ai adoré. On a tous adoré. Vous pouvez ne pas le lire, hein, ça c'est pas mon problème. Vous savez, c'est un peu comme ces séries qu'on regarde, on sait qu'on va pas forcément, c'est pas du... Voilà. Mais Jojo Moyes, suivez-la parce que c'est un bon auteur de détente, quoi. Si vous avez un peu le cafard ou si vous êtes fatigué de lire, je ne sais pas, Virginia Woolf dans le texte, ou les épîtres de Saint Matthieu en grec, mais ça détend, hein. Donc c'est Jojo Moyes. C'est Avant toi aux éditions Hauteville et vous allez passer un bon moment entre les pleurs, les larmes, les sourires. Voilà, j'ai l'impression de vous vendre Barbara Cartland, mais c'est quand même nettement mieux et moi j'ai adoré. Puis si les gens ils aiment pas, bon, on s'en fout. On avait beaucoup aimé ce livre. Alors ce livre, il était paru, il n'avait pas eu de peau, il était paru pendant le confinement, le premier confinement. Ça, il y en a plein qui... Bon. Alors on s'était tellement battu pour ce livre qu'en fin de compte, on a réussi à le faire survivre après le premier confinement et même après le deuxième confinement. En plus, il y a quelqu'un en qui j'ai énormément confiance. D'ailleurs, il le cite dans le livre. Et donc, j'ai une tendance à suivre cet homme parce que je trouve qu'il a à la fois une certaine intelligence, une modestie, une finesse, une psychologie. Puis cet art de découvrir les choses, voilà, en restant vraiment dans toute la... Voilà, en retrait. Il dit, alors, c'est écrit, un livre sur le courage de deux êtres, subtils, délicats, généreux, terriblement humains. Gérard Collard, La Griffe Noire. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, Fred? C'est vous qui faites le chèque à la fin du mois. Absolument. Donc c'est tout à fait ça. Voilà, voilà, au moins encore quelqu'un. Voilà, on est deux à aimer cet homme vraiment exceptionnel, qui a une petite librairie, mais qui est un grand libraire. J'attends les mails avec impatience. Donc non, alors pour cesser de plaisanter, le choix de revue de Claire McIntosh, en fait, c'est une excellente écrivain anglaise et c'est tiré de son histoire. Hein, c'est un roman, c'est son expérience personnelle. Elle est mariée, ils sont jeunes, ils ont tout pour réussir et ils vont avoir un enfant et bon, il est superbe, hein, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui cloche. Ils vont voir le médecin et là, le médecin leur avoue, leur dit que le verdict est là. Il va pas vivre. Enfin, il a une maladie et c'est le combat de deux vision de la vie, c'est-à-dire que vous avez le père qui veut garder cet enfant même bon à tout prix, même voilà, je dirais pas même s'il doit souffrir, mais il veut pas le perdre, donc il veut. Et puis il y a cette mère qui elle est prête à se dire on n'a pas le droit, quoi, il faut l'aider à ce qu'il parte. C'est ce couple avec ce dialogue. Alors il y a toute une famille aussi autour qui est très importante parce que chaque personnage de cette famille est en interaction avec les autres. C'est vrai que c'est subtil, c'est délicat, c'est pas du tout voyeur, c'est pas démago, c'est pas pour vous faire pleurer, Ça vous serre l'estomac, hein, c'est vraiment... il y a un moment c'est un peu dur, mais c'est la question, est-ce qu'un couple peut résister à cela? Est-ce que l'amour peut être plus fort que la perte d'un enfant? Vous le saurez en lisant ce bouquin qui... Alors, quand vous finissez le bouquin, vous n'êtes pas anéanti, hein, pas du tout, au contraire, vous êtes une espèce d'appel à la vie. À travers cette expérience, ces gens vont vous prouver que il peut y avoir des choses absolument tragiques dans la vie, mais qu'on peut continuer à aimer la vie et puis peut-être à aimer la personne avec qui on vit depuis longtemps, malgré cette opposition. Et voilà, c'est vraiment un très joli livre. Ça s'appelle Claire McIntosh. Elle s'appelle Claire McIntosh. Ça s'appelle Le choix de revivre. Et c'est en livre de poche. Allez-y, moi j'ai adoré, puis redonner de la chance à ce livre. D'ailleurs, il a pas mal de succès, donc redonnez-lui sa chance en format de poche. Bon, c'est une auteure qu'on adore, hein, qui s'appelle Gaëlle Nohan. Gaëlle Nohan, c'est l'auteur de La part des flammes, vous savez, qui était paru en livre de poche, qui est l'histoire de cet incendie du bazar de la Charité, qui est un livre absolument extraordinaire. Si vous n'avez pas lu, alors là... ça ne sert plus à rien de regarder la petite librairie ni la télé, parce que c'était vraiment un des grands romans de ces dernières années. Et elle avait fait, il y a je crois que c'est un an, un livre qu'on avait adoré. Alors, ce qui est super avec cette femme, c'est qu'elle ne refait jamais le même livre. C'est-à-dire que, il y en a, j'en connais, hein, en plus, souvent, c'est des mauvais livres. Hein, c'est-à-dire, vous savez, comment il s'appelle, l'autre qui a un prénom, qui a Paul-Emmanuel Schmitt, là, voilà.
Eric, oui, oh, je plains les Eric. Donc, voilà, c'est toujours le même. Vous voyez, donc, il fait même, voilà, il a même fait des ateliers d'écriture. J'ai vu qu'il y avait 30 ou 40% de solde. Enfin, je comprends, c'est un peu comme ces romans, ce que j'appelle des romans de bac à solde. Gaël Nohan nous avait donné un livre que j'avais adoré, qui s'appelle La femme révélée. Voilà, ça vient de paraître en livre de poche. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle se marie, on est à Chicago, avec un type assez brillant, assez beau. Elle pense qu'elle a réussi sa vie, puis au bout d'un moment, elle se rend compte que ça correspond pas du tout, mais alors pas du tout à ce qu'elle aimait de la vie, à ce qu'elle aime de l'amour, enfin ce qu'elle aime de l'amour, ce qu'elle concevait comme l'amour, le couple. Elle a un enfant, et puis elle peut plus. Elle peut plus, et elle décide de partir, mais elle va partir sans son enfant. Ce qui, quand on a les réactions des lectrices, au début du livre, ça a choqué beaucoup de lectrices, en se disant, mais elle part, elle va prendre juste... une photo de cet enfant, et puis son appareil photo, parce qu'elle a une passion, c'est la photographie, et elle part pour Paris. Alors on est dans le Paris des années 50, Saint-Germain-des-Prés, les bois de Boris Vian. Alors vous allez voir, elle va débarquer de là, alors elle va se faire avoir, hein, elle est jeune, elle est bourgeoise, et elle va on va lui piquer son fric, voilà, et elle va tomber, elle va rencontrer une autre jeune femme, ils vont avoir, voilà, ils sont très amis, et puis c'est sa vie dans ce Paris des années extraordinaires, hein, du jazz, tout. Elle va rencontrer quelqu'un. Je ne vais pas vous refaire tout, hein, parce que là, c'est déjà c'est un très beau roman à ce niveau-là. Et puis, elle va retourner aux États-Unis. Autant, alors là, vous allez la retrouver. Alors, elle s'est épanouie. Hein, c'est une femme vraiment. Elle est complètement différente de la femme du départ. Elle va se retrouver dans les États-Unis. Alors, vous savez, c'est Luther King, le Vietnam, elle va rencontrer son fils. C'est un très très joli livre, c'est un livre très fort qui en même temps vous décrit le Paris des années 50 et puis les États-Unis des années 70-60. C'est le combat d'une femme pour... voilà, c'est un peu le symbole de ces femmes qui en ont eu marre d'être à la merci financièrement d'un type, voilà, parce que c'était la sécurité. C'est vraiment une femme courageuse, c'est très, très subtil, très délicat, c'est très fin, on a beaucoup d'empathie pour cette femme, et je trouve que c'est vraiment bien construit, et que c'est un roman qui vous prend du début à la fin, et qui vous détend avec intelligence et culture. Voilà, donc ne passez pas à côté de ce roman qui s'appelle La femme révélée de Gaël Nohan, en livre de poche. C'est vrai que c'est pas une époque très fun, hein. Le coronavirus, le confinement, enfin qui ne dit pas son nom, 18 heures, c'est très, voilà, c'est très... Les variants. Tout. Enfin, je veux dire, vous ouvrez la télé, j'ai qu'une chose, vous vous suicidez et vous allez regarder sur Sister, je vous conseille, hein, c'est les matins, ça s'appelle Les Mères. Moi, alors j'en suis à regarder les mamans sur Sister pour pas écouter les neuneux qui vont me parler que je vais mourir dans 2 jours. Et je cherche, alors quand même incroyable, c'est de trouver des bouquins joyeux, enfin qui vous détendent et tout. Et là vient de paraître alors un truc que j'ai adoré. Qui c'est qui parlait comme ça? J'ai adoré. De Colin Thibert, s'appelle Mon frère ce zéro, et c'est chez Héloïse d'Ormesson. Voilà. Et c'est, alors là, franchement, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas le moral, vous savez, vous avez des courbatures, vous commencez à avoir le nez qui pique, vous dites oh là là, je suis foutu. Et bien là, vous avez plus le nez ne vous pique plus, vous n'avez plus de courbatures. C'est l'histoire, c'est une sorte d'étonton flingueur chez les losers, mais ce sont que des losers. À notre époque, en plus, il y en a un, il s'appelle Canard, faut oser faire un... Et là, ils ont une idée géniale pour gagner. Alors c'est vraiment des losers. Il y a des portraits de ces gens qui sont absolument à mourir de rire. C'est rocambolesque. Et lui, ils ont une idée pour gagner de l'argent, enfin un fric, mais sans violence. Vous voyez, c'est le truc, le plan, et vous allez voir comment un plan parfait avec des neuneux s'écroule et vous donne une histoire de branquignol absolument incroyable. Vous êtes dedans, vous éclatez de rire, vous dites c'est pas possible. Il y en a un qui a 50 ans, là, qui mais vraiment, c'est une perle. Là, ce type, alors vraiment avec les dreadlocks et tout, enfin c'est chef-d'œuvre. Donc je vais pas vous raconter plus que ça, parce que ça se raconte pas, ça se vit. Ça va vous repeindre les neurones en rose, ça va vous faire sourire le cerveau, ça va vous faire épanouir de bonheur. Ça s'appelle Mon frère ce zéro, Colin Thibert chez Héloïse d'Ormesson, et c'est le médicament de ce mois. Alors ça, j'ai adoré ce bouquin.
Remarquez, je vous parle rarement des bouquins que j'ai pas adorés, ou à moins qu'on m'ait beaucoup payé avant. De Lara Prescott, Nos secrets trop bien gardés, chez Robert Laffont. Et ça, alors ça, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Alors, le docteur Zhivago, Pasternak, tout le monde connaît. Lara, la chanson de Lara, le film, c'est avec l'Égyptien qui était très beau, dont je ne me souviens pas le nom, mais ce n'est pas très grave. Vous me l'enverrez par mail, et qui était très joueur, et voilà. Omar Sharif. C'est cela, mais il faut dire que c'est d'autres époques. Moi, j'étais pas encore né. Donc, Omar Sharif, d'ailleurs, c'est sur la photo. Vous êtes un crustacé ? Pardon ? Vous êtes un crustacé ? Oui, absolument. Alors ça, voilà, c'est sa dernière émission, je vous le dis comme ça, c'est la dernière. Et donc, en fait, c'est l'histoire de ce roman, c'est-à-dire que Pasternak, alors, était une idole, enfin, il était par Staline, il avait été statufié comme l'un des très très grands écrivains soviétiques, communistes, voilà. Et puis, Staline et son équipe, si on peut dire, apprennent qu'il écrit un roman qui s'appelle Le docteur Zhivago, et qui est considéré par l'establishment communiste comme anti-révolutionnaire, parce que ça se passe en 17, et il considère que la manière dont il décrit la révolution, cette montée de la révolution, est vraiment pas très sympathique pour les communistes. Donc, ils vont tout faire pour empêcher que ce roman soit édité. Mais ils sont forcés d'y faire... voilà, il est quand même célèbre, même s'il s'appelle Staline, il faut le faire avec... Donc, qu'est-ce qu'il commence par faire ? Eh bien, il commence à mettre au goulag la maîtresse de Pasternak. Elle va y passer 3 ans. Pasternak va être complètement dévasté par ça. Conséquence, le roman ne va pas paraître, mais aux États-Unis, on a appris que ce roman existait et on veut le faire connaître aux Russes. Alors, d'une manière un peu, vous savez, comme on faisait, comme ça, en passant. Et pour ça, on décide de former une espionne. À la base, elle est secrétaire, elle parle russe. Elle va être briefée par celle qui va la briefer, super belle, douée, enfin, vous voyez. Et c'est en fait la véritable histoire, comment on va introduire en Russie ce manuscrit. Alors, c'est l'histoire de femmes, c'est le courage de femmes, c'est le courage de ces femmes qui vont tout faire et qui vont permettre à ce que les Russes, à ce que tout le monde sous cap connaissent ce roman qui était interdit par les communistes. C'est un livre, alors vous êtes dedans, vous lâchez pas, ces femmes sont absolument incroyables, vous allez découvrir Pasternak, vous allez découvrir cette femme, les coulisses des services secrets américains, comment on faisait autant de cette guerre qui ne disait pas son nom. En plus, c'est un avantage, c'est que ça m'a donné envie de relire Le docteur Zhivago, que je n'avais pas lu depuis... Voilà, vous n'étiez pas né. Et en fin de compte, ça n'a pas vieilli d'une iota. C'est vraiment très très bien. Donc, quand vous allez chez votre libraire, vous allez chercher Lara Prescott, Nos secrets trop bien gardés. Vous prenez le docteur Zhivago, parce que si vous ne prenez pas le docteur Zhivago, quand vous aurez fini ça, vous n'aurez qu'une envie, c'est de lire ça. Et vous dites, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté ? Alors, autant acheter les deux. En plus, c'est un format de poche, donc. Et en plus, vous lisez un classique, vous faites votre film dans votre tête et vous découvrez. On ne lit pas de la même manière quand on a lu ce livre. Voilà. Donc, ça s'appelle Lara Prescott, Nos secrets trop bien gardés, chez Robert Laffont. Et puis, bien sûr, de Boris Pasternak, Le docteur Zhivago en folio avec Omar Sharif. Très bien. Ça fait partie de ces événements, vous savez, c'est des gros livres, c'est des livres qui vous suivent longtemps et puis qui sont importants à voir parce que ça parle d'événements qu'on connaissait plus ou moins et qu'il était important de connaître. Alors, avec Marina Karadankos, nous avions adoré sur le magazine de la santé un livre qui s'appelait Les filles de la mer de Marilyn Bracht chez Pocket. Donc, vous avez été très très nombreux à lire ce livre, qui est vraiment extraordinaire, qui est un livre qui vous prend en plein dans... Vous êtes plié en deux parce que de douleur, parce que c'est l'histoire de ces Coréennes, ces jeunes femmes coréennes qui sont emmenées de force en Mandchourie pour servir de prostituées aux soldats chinois et qui vont s'en tirer, qui vont se retourner en Corée, mais pudeur exige de ces femmes, parce que c'est une autre culture, elles ne vont avouer ce qui s'est passé à leurs enfants et petits-enfants. C'est le cas dans ce roman et dans ce livre que quand elles auront 75-80 ans.
à l'immense surprise de ses enfants. Voilà, ça c'était un... Alors ça, vous commencez par ça. Ça c'est un indispensable, hein. C'est-à-dire que c'est à la fois un roman bouleversant, touchant, qui vous brise le cœur, qui vous révolte, voilà, et qui vous raconte cet épisode. Mais je ne connaissais pas cette histoire, c'est Pachinko, s'appelle Pachinko, de Min Jin Lee aux éditions Charleston. Alors, il y a un problème d'édition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de libraires qui m'ont dit « Mais pourquoi tu lis des éditions Charleston ?» Déjà parce que je n'ai pas de principe de censure et que moi, s'il y a un bon livre... Alors, c'est vrai que Charleston est plutôt spécialiste des romans de grande détente, vous voyez, voilà, on passe un bon moment, c'est pas mal fait, mais... Et là, beaucoup ont pris ce roman comme une saga... Alors, c'est une saga, une immense saga. Attention, parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus, hein. Il y a près de 600 pages. Alors, on est dans les années 30, en Corée, une jeune femme, voilà, tout va bien, enfin, tout va relativement... La Corée est bien sûr pris par les Japonais, hein. Les Japonais sont omniprésents. Elle résiste avec sa mère, ils ont une auberge qui est très bien tenue, ils gagnent à peu près leur vie, c'est très 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 dur, ils se méfient quand même des Japonais, là. Et elle tombe amoureuse, elle est vierge, hein, elle tombe amoureuse d'un type qui est vraiment très très bien, mais le problème c'est qu'il est marié, et qu'il n'est absolument pas question qu'il quitte sa femme, et elle, c'est la honte de sa vie. Et vous allez voir, dans cette auberge, là, un jeune homme qui y vit et qui va partir pour Tokyo, et cette Coréenne va partir à Tokyo avec lui. Alors, c'est un peu l'histoire sur plusieurs générations de cette Coréenne au Japon, et c'est une description de la manière dont les Japonais considéraient les Coréens de sous-race. On ne voulait pas qu'il y ait leur langue n'existait pas, enfin c'était du mépris, mais vraiment du mépris, vous voyez, c'est un peu comme les nazis par rapport aux juifs, c'était quelque chose d'absolument... Et vous allez voir le courage de cette femme, de ces familles, hein, de ces femmes, pour résister à cet état de fait, c'est absolument... Alors, vous dites pas, non, c'est une énorme saga, c'est une grande saga, je l'ai fait lire à vraiment beaucoup d'amis, et c'est vrai qu'une fois que... Alors, homme, femme, il n'y a pas de... En plus, la couverture, je trouve la couverture absolument sublime. Une fois que vous êtes pris, vous êtes complètement pris avec les personnages, vous êtes complètement pris par cette histoire, parce que c'est un grand... Je ne connaissais pas cette notion de Japon. Je connaissais l'horreur des Japonais à l'extérieur, mais pas l'horreur des Japonais à l'intérieur. C'est vraiment un très très beau complément de l'autre. C'est un livre... à mon avis, ça restera un classique, et c'est un incontournable pour ceux qui s'intéressent déjà aux femmes, à la condition humaine, et puis à la civilisation japonaise, parce que ces Japonais refusent toujours de s'excuser pour ce qui s'est passé à cette époque, hein. Donc voilà, ça s'appelle Pachinko de Min Jin Lee, c'est chez Charleston, et vous allez passer un grand moment en plus de plaisir, d'histoire, de culture, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est sensible, c'est presque le roman parfait. Alors, vous savez que sur Netflix, en ce moment, il y a une série qui cartonne avec Omar Sy, Lupin. Ouais, moi, ça m'a gonflé. Génial. Ah bah moi, pas du tout. Donc, enfin, j'ai lu, c'est bien, mais bon, je comprends pas. Enfin, non, mais c'est de la provoque. Bon, voilà, je m'en fous. Alors, le problème, c'est que c'est un intérêt pour libraire. C'est que ça fait relire Lupin par les enfants. Donc ça, c'est absolument génial. Donc redécouvrez Lupin et Leblanc, parce que c'est vraiment très très bien écrit, ça n'a pas vieilli, et en plus ça marche avec les gamins. Nous on le voit ici, à partir de 12-13 ans, c'est de la... Voilà, ils engrangent, ils n'arrêtent pas. Et puis, c'est cette série que j'adore, qui est parue il y a quelques années, Irène Adler, ça s'appelle Sherlock Lupin et moi. C'est chez Albin Jeunesse. Alors, il y a X tomes. Alors, c'est pareil que pour les Lupins. Une fois qu'ils ont commencé, ils ne lâchent plus. En fait, vous allez découvrir, le premier tome, c'est un Saint-Malo. Et vous avez le jeune Sherlock Holmes, le jeune Lupin, et la jeune Irène Adler, qui sont au bord de la plage. Ils s'amusent comme des ados, hein, et tout. Et puis, il va commencer à avoir... il y a un meurtre, un cadavre, des bijoux, et une enquête, et vous allez voir comment le jeune Lupin et le jeune Sherlock et la jeune Adler vont essayer de résoudre cette énigme, hein. C'est hyper bien fichu, c'est vraiment...
Moi, je trouve que l'idée, elle est formidable, et puis qu'elle a su voilà, elle en a fait plusieurs tomes, et il y en a pas un qui est mauvais. On est complètement pris. C'est la naissance d'un trio. Hein, et puis, alors, ça a un intérêt extraordinaire, c'est que ça fait lire les gosses, même qui ont des difficultés devant un livre et tout. Et donc, vous leur dites, t'as aimé Marcy Oui, et ben tu aimeras. Et là, ça moufte pas, ça prend, c'est plein d'humour, c'est comme la couverture, moi je trouve les couvertures très sympas. Alors il y en a, je sais pas, 7 ou 8, hein, donc, et nous ici ça cartonne parce que voilà, c'est une sorte de clé pour la lecture. Ne passez pas à côté, vous avez un petit-fils, un fils qui a des difficultés, vous prenez ça et vous verrez, ça va. Forcément, alors je dis pas que ça marche à tous les coups, mais il y a de grandes chances que ça marche. Et en plus, vous lui faites relire après, ou lire les vrais Lupin, et puis après vous passez sur Sherlock Holmes, vous voyez, c'est un passe-truc, c'est vraiment... Voilà, ça s'appelle Sherlock, Lupin et moi, et c'est chez Albin Michel. Voilà mon petit Fred. Et oui, c'est déjà la fin de ce 9e numéro de la Petite Librairie. Nous allons faire tout de suite un récap des interventions médias de Gérard Collard. À la télé, vous pouvez retrouver les chroniques de Gérard sur France 5 chaque vendredi à partir de 13h40 dans le Mac de la Santé aux côtés de Marina Carrère-Dancos. À la radio, tous les vendredis matins à partir de 10h40, Gérard vous conseille ses coups de cœur sur Sud Radio dans le 10h midi de Valérie Expert. Autre radio, Sanef 107.7, Gérard vous prodigue ses conseils littéraires sur la radio des autoroutes, un programme hebdomadaire multidiffusé. Et bien sûr, si Gérard vous manque, vous pouvez regarder les recommandations du libraire à la houppette sur la chaîne YouTube Griffe Noire TV. Pas moins de 5000 vidéos sont à votre disposition 24 heures sur 24. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Bonne lecture à tous.